Mes chers collègues, nous entendons cet après-midi M. Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, sur les crédits de la mission Solidarité, Insertion, Égalité des chances du projet de loi de finances pour 2023. J'indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui sera retransmise en direct sur le site du Sénat et disponible en vidéo à la demande. Avec près de 30 milliards d'euros de crédits de paiement, la mission Solidarité est l'une des plus importantes du budget de l'État. Elle finance à titre principal deux dispositifs, l'allocation aux adultes handicapés et la prime d'activité, et comprend le programme support du ministère. Monsieur le ministre, vous avez la parole et nous disposons d'1h30. Monsieur le ministre, à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure Générale, Monsieur le Rapporteur pour avis, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs. C'est un moment important pour moi, évidemment, ce premier examen des crédits de la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances. Je rappelle que je porte ces crédits avec la ministre déléguée Geneviève Darrieussecq en charge des personnes en situation de handicap, avec Isabelle Rome également en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, et de la secrétaire d'État à l'enfance Charlotte Cobel. C'est une mission qui est porteuse de sens, évidemment, au regard de mon ministère, celui des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, puisqu'elle finance des actions concrètes de la lutte contre la pauvreté, de la lutte contre les inégalités, de la réduction des inégalités et de la protection des personnes vulnérables. C'est un moment aussi d'autant plus important que le contexte dans lequel se tient cette audition est particulier. C'est une période faite de nombreuses incertitudes, notamment liées à l'inflation, contre laquelle le gouvernement a fortement agi, en particulier depuis cet été, pour protéger les ménages, les entreprises et les collectivités. C'est un moment aussi de transition, notamment parce qu'on est en fin de cycle sur notre stratégie de lutte contre la pauvreté et qu'il faut désormais lui redonner une nouvelle dynamique. C'est un moment de transformation aussi profonde pour notre pays, parce qu'on est au pied du mur de la transition démographique et la question du vieillissement de la population est plus essentielle que jamais. Une mission pour moi qui est évidemment importante, celle de l'urgence, dans l'urgence de soutenir les ménages les plus modestes et les personnes les plus vulnérables, avec cette double temporalité également de long terme, d'anticiper, de prévoir et de nous adapter à tous les changements à venir. Quelques chiffres clés principaux de cette mission. Une hausse pour 2023 qui est prévue de 7,8% des crédits de la mission Solidarité. C'est 2 milliards d'euros de crédits supplémentaires qui sont particulièrement visibles sur le programme 304, Inclusion sociale et protection des personnes. Et donc programme 304 qui à périmètre constant augmente d'1,2 milliard d'euros. C'est, comme je l'ai dit, une hausse importante d'abord pour faire face à l'inflation, puisqu'elle porte les augmentations que nous avons en année pleine, que nous avons prises cet été, de revalorisation de 4% des prestations sociales, qui ont été anticipées dès le 1er août dernier. Une hausse de crédit également pour préparer l'avenir, notamment l'impact de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé qui a été décidée également cet été. Cette même conciliation des temps courts et des temps longs, on la retrouve aussi dans les crédits qui sont dédiés à la question de l'aide alimentaire, avec la création d'un fonds pour l'aide alimentaire durable de 60 millions d'euros qui est inscrit dans cette mission Solidarité. À court terme, l'idée, c'est de lutter de façon puissante et efficace contre la précarité alimentaire. Il faut savoir que dans notre pays, c'est environ 7 à 8 millions de personnes qui sont concernées par cette insécurité, par cette précarité alimentaire. C'est aussi un objectif assez à court terme d'améliorer la qualité aussi de l'alimentation qui est distribuée à l'ensemble de ces ménages précaires.
dans un contexte là aussi compliqué, avec les questions de difficultés d'approvisionnement et de hausse des prix. Et puis, à plus long terme, notre objectif, là aussi, est qualitatif, de rendre plus variée l'alimentation distribuée, de réduire aussi son impact environnemental, tout en développant les liens avec les producteurs locaux pour aller vers une alimentation qui soit plus locale, plus durable et plus variée. C'était notamment l'objet du déplacement que nous avons fait avec la Première ministre il y a une quinzaine de jours pour annoncer justement la création de ce fonds de 60 millions d'euros d'aide alimentaire, qui est une première étape dans cette dynamique de modernisation et de transformation de l'aide alimentaire. Peut-être une petite incise, parce qu'on a vu à Reims, on a visité les locaux des banques alimentaires, je regarde monsieur le sénateur Savary, avec une dynamique vraiment extrêmement particulière, efficace, où on a retrouvé là tout un tas d'acteurs qui travaillent ensemble et qui se coordonnent au service de la solidarité sur ce territoire, des entreprises, des producteurs agricoles, l'industrie agroalimentaire, des associations qui sont coordonnées autour de cette banque alimentaire, avec évidemment les élus locaux et les collectivités. Autre élément important dans ce budget relatif à l'alimentation, c'est l'abondement de 7 millions d'euros supplémentaires pour continuer à développer la tarification dans les cantines pour des repas à moins de 1 euro maximal, qui est indispensable, notamment parce que les enfants des familles modestes sont 2 fois moins nombreux que ceux des familles les plus aisées à pouvoir s'offrir un repas à la cantine, quand on sait l'impact sur l'équilibre alimentaire des enfants de ces repas. Voilà l'intérêt de continuer à investir fortement, un investissement qui permet aussi de lutter contre les inégalités de destin, contre la pauvreté aussi à la racine. Un peu plus de 3 ans après la mise en place de ce dispositif, plus d'une commune éligible sur 8 y est engagée. On a encore, je pense, devant nous de forts potentiels de développement de cette mesure qui est extrêmement importante. C'est 10 millions de repas à 1 euro ou moins qui sont servis chaque année dans les cantines scolaires. Et donc une mesure qui est plébiscitée, dans laquelle qu'on reprendra dans la suite de la stratégie de lutte contre la pauvreté. Je voudrais également rappeler ici que la mission Solidarité porte les crédits un certain nombre de crédits pour prolonger les actions qui ont été portées dans le cadre de la stratégie des 1000 premiers jours par mon prédécesseur Adrien Taquet. Vous savez que Boris Cyrulnik a développé fortement cette théorie et mis en avant l'importance de ces 3 premières années pour le développement des enfants. Et donc, on va continuer à investir dans cette dynamique extrêmement forte. On a également à souligner des crédits supplémentaires consacrés à la protection des adultes, notamment via le dispositif de protection juridique des majeurs, avec des crédits qui sont en hausse de 9%. Il faut savoir qu'en France, c'est 900 000 personnes qui bénéficient de cette protection juridique. Avec le vieillissement de la population, d'ici à 2040, on devrait atteindre les 2 millions de personnes concernées par ces dispositifs. Et donc, l'augmentation de ces crédits de 9% dans le budget de 2023 traduit bien cette dynamique. Il vise aussi à renforcer l'attractivité des métiers dans les services mandataires, en revalorisant les salaires, en renforçant aussi le nombre de recrutements, pour faire diminuer le nombre de mesures par salarié, et puis de renforcer également l'information et le soutien aux tuteurs familiaux. Un mot enfin pour terminer cette présentation rapide sur l'évolution des emplois du ministère, puisque c'est le programme 124 qui les porte, qui vous est présenté ici. Donc, il est indispensable pour le ministère d'avoir des équipes qui soient formées aux enjeux et à la technicité des sujets que nous portons, et en nombre suffisant. Pourquoi, pour la 3e année consécutive, le schéma d'emploi est positif. Il prévoit là une augmentation de 58 ETPT au sein du ministère en 2023, avec un plafond d'emploi qui intègre de manière pérenne les 50 emplois qui avaient été créés pendant la crise sanitaire, et qui vont nous permettre d'ailleurs de pouvoir
au sein des ministères sociaux, capitaliser sur l'expertise qui a été acquise dans le cadre de la crise. Vous avez sans doute vu qu'avec mon collègue François Braun, on a signé une mission pour travailler à la création d'une direction de préparation et de réponse aux crises au sein des ministères sociaux. Et puis à noter enfin, et je sais que c'est un sujet auquel vous tenez particulièrement, l'inscription dans ces crédits des 120 ETP consacrés aux missions d'inspection-contrôle au sein des ARS qui permettront d'aller contrôler et de répondre à l'engagement pris par le gouvernement de contrôler nos 7500 EHPAD dans les 2 ans à venir. Voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, Jean Sol, qui rapporte la mission. Et ensuite, nous avons pour l'instant ensuite 4 collègues, 5, 6, 7, on arrête là, 8, voilà, top. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, mes questions ne porteront pas sur la hache, car j'ai eu l'occasion la semaine dernière d'échanger avec Madame la Ministre chargée des personnes handicapées. Je laisserai mes collègues vous interroger à ce sujet s'ils le souhaitent, bien évidemment. Mes questions porteront plutôt sur le programme Inclusion sociale et protection des personnes. Alors j'ai 5 questions. La première, donc, sur l'exercice 2023, concernant la stratégie de pauvreté particulièrement, est présentée comme une année de transition de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, ce qui expliquerait la baisse de 23% des crédits de cette action précisément. Quelles seront les orientations du nouveau pacte des solidarités annoncé par le gouvernement et les priorités de la nouvelle génération de conventions État-département? Ma deuxième question, le dernier rapport de la Cour des comptes sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale consacre un chapitre sur les prestations sociales versées sous conditions de ressources qui fait état de nombreuses anomalies. Ainsi, 1 euro sur 6 de RSA et 1 euro sur 5 de prime d'activité seraient versés à tort à titre définitif, dixit la Cour. La Cour recommande d'engager un chantier de simplification et d'autoriser l'usage du dispositif ressources mensuelles, le DRM, pour les contrôles. Quels sont les leviers, Monsieur le Ministre, sur lesquels le gouvernement entend agir pour améliorer le versement à bon droit de ces prestations? Je rappelle que dans le PLF pour 2023, 11 milliards d'euros sont quand même inscrits au titre de la prime d'activité. Question 3. Les orientations présentées en janvier dernier par Fabrice Langlard à notre commission, notamment la proposition de créer un revenu social de référence pour l'ensemble des prestations de solidarité, seront-elles poursuivies dans le cadre du projet de solidarité à la source du gouvernement? Quand le Parlement sera-t-il en mesure de disposer, si tant est que nous en disposions, du rapport de M. Langlard que nous attendons depuis maintenant 1 an? Ma question 4. Le gouvernement a lancé plusieurs expérimentations relatives au RSA, une recentralisation notamment du financement et de la gestion dans les départements volontaires, déjà déployé en Seine-Saint-Denis et dans les Pyrénées-Orientales, donc un peu plus récemment dans mon département. Une expérimentation de territoire zéro non-recours ou 100% accès aux droits, prévue par la loi 3DS et dont on entend le décret d'application, et l'expérimentation d'un RSA sous condition d'activité qui répond à un engagement du président de campagne du président de la République. Pourriez-vous préciser comment s'articulent entre eux ces différents projets? Quelles mesures concrètes ils recouvrent? Quelle sera la place des collectivités territoriales dans leur mise en œuvre? Et quel pourrait être leur point d'atterrissage? S'agissant de ma 5e question, s'agissant enfin du dispositif d'accueil et d'orientation des mineurs non accompagnés, comment expliquez-vous que la contribution de l'État aux dépenses des départements continue à baisser de 93 à 90 millions d'euros, sauf erreur de ma part, alors qu'il est prévu un retour progressif au volume d'arrivée de MNA constaté avant la crise sanitaire, ce que nous observons dans nos départements respectifs? Je vous remercie. Merci. Je vous laisse répondre d'abord au rapporteur et ensuite on fera les questions des collègues. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Je vais essayer d'être le plus synthétique et le plus clair possible. Le premier concernant votre question sur la suite de la stratégie de lutte contre la pauvreté et effectivement une baisse des crédits
pour 2023, année de transition. Vous dire d'abord que cette baisse, elle concerne essentiellement 2 postes. Le premier, c'est celui de la contractualisation avec les départements sur l'insertion des personnes, des bénéficiaires du RSA, mais qui est en réalité un jeu d'écriture, puisque l'objectif, c'est pour cette année de transition de finir la contractualisation actuelle sur la base de la stratégie précédente. Donc il y a beaucoup de départements qui ont contractualisé de juin à juin, ce qui explique en fait pour 50 millions d'euros la diminution des crédits de la stratégie de lutte contre la pauvreté. Et on a ensuite environ 20 millions d'euros qui concernent la fin de l'expérimentation des petits déjeuners gratuits dans les écoles en métropole. On garde l'expérimentation, on concentre les crédits sur les territoires ultramarins puisque sur ces territoires ça fonctionne bien, et on gardera dans les métropoles qui le souhaitent, là où ça fonctionne bien, il y en a quelques-unes, notamment en Île-de-France, également ces petits déjeuners. Pour la baisse des crédits de 50 millions d'euros pour l'insertion des bénéficiaires du RSA, on a prévu 15 millions d'euros pour les départements qui seraient impactés, donc ceux concernés par une fin d'expérimentation, de contractualisation fin juin, pour renforcer leurs moyens en termes d'insertion et d'accompagnement à l'insertion des bénéficiaires du RSA. La réflexion que nous allons conduire, donc nous avons réuni il y a une dizaine de jours avec la Première ministre les associations, les acteurs de lutte contre la pauvreté, de solidarité de façon générale, pour lancer une concertation, pour renouveler cette stratégie de lutte contre la pauvreté. L'objectif, c'est d'atterrir sur un nouveau pacte des solidarités, donc montrant en fait la dynamique d'association entre l'État, les collectivités, les acteurs de la solidarité, notamment associatifs, dans cette lutte contre la pauvreté. On a prévu de travailler essentiellement sur 4 axes, de reprendre les 2 axes principaux de la stratégie précédente, à savoir une stratégie de lutte contre la pauvreté dans une dynamique d'investissement social, et donc de pouvoir lutter contre les inégalités de destin et lutter contre la pauvreté à la racine, donc contre la reproduction sociale de la pauvreté. Donc là, c'est toute notre politique des 1000 premiers jours, dédié également à l'accompagnement de l'enfance, qui sera renouvelée, qu'on souhaite reprendre. La deuxième, c'est celle qui est tournée vers la société du plein emploi, et donc l'accompagnement renforcé des bénéficiaires du RSA, et j'aurai l'occasion d'y revenir dans vos questions, en répondant à vos questions suivantes. Le troisième axe est un axe qui a été un peu délaissé dans la stratégie précédente, mais moi qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de la lutte contre la très grande pauvreté et la grande exclusion, en réalité, qui a été demandé notamment dans le cadre du rapport de France Stratégie qui m'a été remis cet été. Et je pense que c'est une bonne chose si on veut vraiment faire reculer la pauvreté dans notre pays, que de pouvoir s'attaquer à la très grande pauvreté, et notamment en remobilisant ces personnes qui sont très éloignées du droit commun. Et puis le dernier axe, c'est celui de faire de la transition écologique une transition également solidaire. Moi, je crois profondément qu'en accompagnant les familles les plus modestes dans cette transition écologique, on peut en faire un vrai levier de la lutte contre la pauvreté, parce qu'on va agir en fait sur les dépenses contraintes des ménages les plus modestes, ceux pour qui ces dépenses pèsent le plus lourd. C'est d'ailleurs avant-hier, j'ai le Secours catholique, et je vous invite d'ailleurs à lire ce rapport, m'a remis son rapport sur la pauvreté en France, et décrit très bien le phénomène. Et donc on va travailler sur ces questions de dépenses contraintes que sont l'accès à l'alimentation, le logement, et notamment la question de la précarité énergétique, et puis de la mobilité qui pèse énormément pour ces ménages modestes. Je crois que c'est aux alentours de 60% de leur budget, alors que globalement, dans notre pays, ces dépenses représentent en général entre 20 et 30% des dépenses des ménages. Donc voilà très rapidement ce que je voulais vous dire sur la stratégie de lutte contre la pauvreté. Concernant la question des prestations sous condition de revenus, vous le savez, et c'est un sujet qui me tient là aussi à cœur, parce qu'il conditionne, on va dire, la confiance
qu'on a dans notre système et la crédibilité de notre pacte social, celui à la fois de la lutte contre le non-recours et l'accès aux droits, parce qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens aujourd'hui qui n'ont pas le droit aux prestations auxquelles ils pourraient prétendre, et puis en parallèle de lutter contre la fraude et les indus. On l'avait dit, c'est des sommes qui sont assez considérables. Donc pour ça, il faut qu'on arrive à sécuriser le système. Sur la lutte contre le non-recours et l'accès aux droits, il y a eu des expérimentations qui ont été conduites en 2019 et en 2020 par les services de l'État et par la CAF, notamment pour mieux gérer les données, donc avec ce qu'on appelle le data mining, qui a permis de proposer en 2019 à 60 000 allocataires potentiels une ouverture de droits, et en 2020 à 45 000 allocataires. C'est dans cette dynamique-là qu'on va mettre en œuvre dès 2023 ce qui a été ouvert dans la loi 3DS et que vous avez cité, à savoir l'expérimentation sur les territoires zéro non-recours, dans une dizaine de départements que nous n'avons pas encore choisis. Donc c'est vraiment les départements qui vont être à la manœuvre sur ces questions-là. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des personnes justement qui sont en dehors de nos systèmes, en dehors du DRM, dont on ne connaît absolument pas la situation financière et donc qui sont très exclus. Donc on a prévu dans le budget, je crois, 2,5 millions d'euros ou 2 millions d'euros pour accompagner ces expérimentations. Parallèlement, on va lancer le chantier de la solidarité à la source, qui vise justement à la fois à lutter contre le non-recours, la fraude et les indus, en sécurisant le système, donc en généralisant quelque part le dispositif du DRM. C'est-à-dire que dès 2024, l'objectif, c'est de pouvoir adresser aux potentiels bénéficiaires d'allocations des formulaires pré-remplis. Donc voilà, l'administration va leur dire « on a connaissance de votre situation ». Même principe, mais renversé que l'impôt sur le revenu. Et donc, vous aurez évidemment le droit de corriger ces formulaires si la connaissance qu'on a de la situation financière des personnes n'est pas exacte. Et il appartiendra toujours à la personne de faire la demande de son allocation. C'est pour ça que je lutte contre la terminologie automatisation, parce que l'automatisation laisserait à penser en fait qu'on ne demande pas son avis à la personne. Là, la personne devra quand même faire une démarche pour demander son allocation, et ça va permettre de sécuriser le système et donc en parallèle de limiter le versement d'indus qu'on a du mal à récupérer. De fait, c'est des personnes qui sont dans des situations financières très difficiles ou la fraude sur certaines prestations. Et donc, à terme, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir interconnecter l'ensemble des systèmes d'information. Donc, au-delà de 2024, il restera 3 ans d'ici à la fin de la mandature pour sécuriser complètement le système et travailler sur une harmonisation des bases ressources, qui avait été un projet qui avait été décrit d'ailleurs par monsieur Langlard, qui a dû vous en parler. L'idée étant vraiment de pouvoir harmoniser l'ensemble du système de prestations sociales, le simplifier et mieux le piloter, là aussi pour le sécuriser et pour le rendre plus incitatif à la reprise d'un emploi. Ça permet de faire la transition avec le rapport Langlard. Alors voilà, moi j'ai découvert ce rapport en arrivant, découvert aussi que c'était un rapport d'administration qui n'avait pas pour leur vocation à être diffusé plus largement, en particulier parce qu'il fait un certain nombre de propositions qui n'ont pas été retenues par le gouvernement, et donc notamment d'aller vers un revenu universel. Le projet que nous portons dans le cadre de la solidarité à la source comporte un panier de prestations au démarrage qui est plus réduit et plus restreint que celui qui est porté dans le rapport de M. Langlard, en tout cas dans son étude, savoir RSA, prime activité, les bourses étudiantes, et puis on regarde si on peut connecter également d'autres prestations qui représentent quand même, rien que ces 3 prestations, elles représentent quand même 90% des bénéficiaires et la très grande majorité des crédits qui sont consacrés à ces prestations sociales. Sur la question des différentes expérimentations relatives au RSA, effectivement, on a l'impression que tout ça est pas très interconnecté. En réalité, ça l'est. Elles ont toutes pour objectif de
d'insérer dans l'emploi les bénéficiaires du RSA. Donc là aussi dans la dynamique de la société du plein emploi, toutes, que ce soit la recentralisation, puisque la contrepartie de la recentralisation, c'est que les départements concernés ont des moyens supplémentaires pour accompagner les bénéficiaires du RSA, les territoires qui ont été choisis sur les différentes expérimentations, notamment sur le RSA activité, a par définition là aussi est tourné vers l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Et donc là, il y a une très bonne articulation entre mon ministère et celui d'Olivier Dussopt, puisque nous travaillons vraiment ensemble. Le ministère des Solidarités ayant plutôt pour vocation à s'occuper des personnes qui sont très éloignées du système. Mais voilà, on travaille ensemble l'ensemble de ces dispositifs, et notamment celui du conditionnement. Alors, ce n'est pas le conditionnement du versement du RSA à un certain nombre d'heures d'activité, mais vraiment dans une dynamique de renforcement de l'accompagnement des bénéficiaires pour pouvoir sortir du RSA. Je vous rappelle juste quelques chiffres. La moitié des bénéficiaires le sont depuis plus de 5 ans. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre système, et 20% d'entre eux n'ont absolument aucun accompagnement. Donc on a vraiment un gros travail à faire sur l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Voilà. Du RSA, est-ce que l'accent sera mis sur la durabilité en matière d'insertion par l'emploi et par l'activité économique? Oui, oui, bien sûr, on va aller aussi sur ce sujet-là, enfin continuer. Il y a des crédits d'ailleurs dans la mission pour renforcer. D'ailleurs, je crois qu'Olivier Dussopt en a parlé rapidement tout à l'heure, mais renforcer l'insertion par l'activité économique et l'insertion dans l'emploi des personnes très éloignées. Quand je vous parlais de remobilisation tout à l'heure, pensez à des dispositifs peut-être que vous connaissez qui s'appellent Convergence ou Premières Heures, qui visent vraiment à faire la transition entre l'inactivité de personnes qui sont très très éloignées du système, en particulier des sans-abri, et de les amener ensuite vers des dispositifs d'insertion par l'activité économique, et puis vers des formations, vers l'emploi ensuite. Donc c'est vraiment d'aller chercher les personnes qui sont très très éloignées. Et dernière question pour vous expliquer pourquoi les crédits baissent concernant l'accompagnement des mineurs non accompagnés, alors que voilà, parce que tout simplement parce que on n'a pas retrouvé le niveau en fait d'arrivée d'avant crise dans les projections qu'on a faites. On rappelle que les crédits, c'est 500 € par évaluation pour les mineurs non accompagnés. Il y a également un crédit de 90 € de mémoire, de 90 € par jeune par nuit pour la mise à l'abri pendant 14 jours, et qui tombe ensuite à 20 € pendant 9 jours supplémentaires, donc jusqu'à 23 jours pour renforcer, on va dire, l'incitation des départements à protéger et accompagner les mineurs non accompagnés le plus rapidement possible dans le système. Donc en fait, c'est vraiment juste les projections de flux qui ont été faites. Peut-être vous donner 2 chiffres. Les chiffres du 31 décembre 2021, c'est le nombre de MNA confiés au département s'élevait à 19 893 jeunes contre 310 000 au 31 décembre 2019. Non, pardon, je me trompe. 19 893 contre 31 009. 31 009 au 31 décembre 2019. Donc vous voyez qu'on est quand même, il y a quand même quasiment 30% de moins, et on ne projette pas en fait une augmentation très rapide. Et puis il faut savoir que le remboursement en fait se fait. Il y a quasiment 1 an de décalage entre le nombre de personnes qu'on accueille, que les départements accueillent, et le remboursement par l'État. Et donc il y a toujours 1 an de décalage par rapport au flux et à l'augmentation. Voilà. Donc je considère que le chiffre qui vous est présenté est sincère au regard des données qui sont les nôtres. En tout cas, le dispositif ne change pas. C'est vraiment une projection de flux. Bien, alors, on va prendre plusieurs commissaires. On fera une pause au milieu. Michel Meunier, Laurent Burgoa, Monique Lubin, Mélanie Vogel, Elisabeth Doineau.
Michel. Merci, Monsieur le Ministre. Moi, je vais rester dans le cadre de la protection de l'enfance, si vous voulez bien. Et puis, avant de vous poser ma question précise, vous partagez un coup de gueule ou un coup de colère quand, comme vous, j'ai appris le drame à la fin de l'année dernière du bébé retrouvé décédé au Mans, 13 mois, à la suite de graves défaillances, en fait, dans le département de Loire-Atlantique, qui est mon département, et puis dans le département de la Sarthe. C'est un bébé qui était passé, qui avait des mesures d'AEMO mal exécutées, pas exécutées, qui était passé plusieurs fois en service d'urgence pédiatrique avec des fractures multiples du col du fémur, enfin, un bébé de 4 mois, ça interroge. Et voilà. Et donc, je sais que vous avez diligenté une inspection à la fois de l'IGAS et aussi de la justice. Et je me dis quand même quel gâchis, parce qu'après, moi je suis là que depuis 2011, mais donc je sais que dans le cadre de la protection de l'enfance, 3 grandes lois quand même balisent ce grand secteur, la loi de 2007, la loi de 2016 et la loi de 2022. Et c'est pas faute de voter, d'avoir voté des mesures d'organisation, de vigilance, de structuration de la prise en charge dans les départements qui manquent. Donc je ne porte pas de jugement ni sur les professionnels qui font ce qu'ils peuvent, aussi bien dans l'éducation de l'ASE que dans la justice, mais je me dis quand même c'est pas normal. C'est pas normal de faire en sorte qu'un bébé meure sous les coups de son parent ou de ses parents encore aujourd'hui. Voilà. Donc ma question précise sur le budget qui concerne les départements et la protection de l'enfance. Donc on lit 70 millions sont délégués chaque année au département pour l'accompagnement financier dans la mise en œuvre de l'obligation de la prise en charge à 21 ans, hein, ce qu'on a voté il y a peu de temps, ainsi que la prise en charge par l'État à hauteur de 30% du coût pour les départements de la revalorisation des personnels soignants exerçant dans les structures sociales et médico-sociales. Alors, vous me voyez venir parce que j'ai posé la question la semaine dernière au PLFSS. Est-ce qu'on peut penser que dans ces 70 millions, il y aura bien 20 millions à peu près pour la revalorisation des médecins territoriaux, dont les médecins de PMI. J'y arrive, puisqu'on sait que c'est à peu près 50 millions d'évalués pour la prise en charge des jeunes majeurs. Donc, Monsieur le Ministre, est-ce que vous pouvez être plus précis, parce que je n'ai pas eu ma réponse, à part avis défavorable du gouvernement, la semaine dernière sur ce sujet. S'il y a le temps, parce que je vais laisser mes collègues poser leurs questions, je reviendrai avec un autre type de questions sur un autre sujet. Merci, Madame la Présidente. Ce n'est pas acté qu'on ait le temps, mais... Laurent Burgoa. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, moi, 2 sujets, 2 questions. Je vais revenir tout d'abord sur la tarification à 1 € du repas des cantines, ce qui est une excellente chose, puisque c'est des fois malheureusement le seul repas complet et équilibré que prennent nos jeunes. Mais vous connaissez, Monsieur le Ministre, qu'actuellement, vu la flambée des prix, il y a un surcoût. Alors tant qu'on soit en régie qu'en DSP pour les communes. Donc ma question est simple. Est-ce que l'État envisage de prendre directement, complètement ou partiellement, ce surcoût du prix du repas par rapport aux collectivités? Parce qu'une fois de plus, ça fait une charge de plus pour nos collectivités. Et la deuxième question, c'est sur les MNA. Sujet que je connais bien, puisqu'on avait fait avec d'autres collègues un rapport sur le sujet. Et ce rapport, grâce à l'amabilité du rapporteur Bernard Bonne, diverses propositions avaient été reprises dans la loi sur la protection de l'enfance. Et notamment, j'avais une question directe, puisque par rapport au fichier, il était indiqué que les départements devaient maintenant tous mettre en application le fichier. Donc ma question va être simple. Est-ce que tous les départements de France appliquent la loi Taquet? Très bien. Alors, Monique Lubin, Mélanie Vauchel et Elisabeth Doineau. Monique Lubin. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous connaissez le concept des résidences de répit partagé.
celui-là. Donc qui propose un accueil simultané de personnes handicapées ou âgées et de leurs aidants dans le cadre d'une formule hybride qui couple sur un même site un accompagnement médico-social spécialisé pour la personne aidée et un accueil hôtelier tourisme pour l'aidant. Un certain nombre de projets voient le jour en France. Et moi, je suis sénatrice des Landes et je sais que le président de mon département vous a parlé de notre projet lorsque vous êtes venu visiter le village Alzheimer. Voilà, donc je voulais savoir si dans le cadre de ce budget, vous seriez prêt à abonder une ligne pour que les départements, parce que je cite le mien, mais je sais qu'il y a plusieurs projets, départements puissent lancer ce type de projet. Merci. Mélanie Vogel. Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre pour votre présentation. Je vais juste poser 2 questions assez précises parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La première sur le fonds pour les nouvelles solidarités alimentaires, bref, j'ai oublié son nom exact, mais ça. Je voulais juste savoir si vous pouviez nous en dire un peu plus sur quel sera le mécanisme exactement, à qui ce sera réservé, et quels seront les mécanismes de certification, décision sur les produits qui seront concernés par ce fonds, puisque l'objectif, si j'ai bien compris, et dans ce cas-là je le partage, c'est d'améliorer l'accès à une alimentation saine pour toutes et tous, qui a un effet positif multiples sur le climat, sur les inégalités sociales et aussi sur la santé et donc sur les comptes de la sécurité sociale, parce que quand les gens mangent mieux, ils sont moins malades. Mais donc je voulais juste savoir, est-ce qu'ils mangeront vraiment mieux? Comment on va décider quels produits pourront être fournis par ce mécanisme? La deuxième question, qui n'a absolument rien à voir, c'est sur l'égalité professionnelle. Je voulais savoir s'il y avait une réflexion au sein de votre gouvernement sur l'index d'égalité professionnelle qui aujourd'hui, sans rentrer dans le détail des améliorations qu'on aimerait y faire, a ce défaut de considérer uniquement au sein de chaque entreprise les inégalités qu'il y a entre les femmes et les hommes, alors qu'un grand aspect de l'inégalité entre les femmes et les hommes sur le marché du travail est une inégalité entre les secteurs à prédominance féminine et les secteurs à prédominance masculine. Et on a vu pendant la crise Covid que les secteurs à prédominance féminine sont majoritairement les secteurs du soin et qui sont globalement sous-valorisés, et donc les personnes qui travaillent dans ces secteurs sont sous-payées par rapport à des secteurs à valeur égale, prédominance masculine. Et donc c'est pas simplement au sein d'une même entreprise, je veux dire, entre un infirmier et une infirmière, c'est aussi entre toutes les personnes qui sont infirmiers ou infirmières et d'autres qui ont fait le même nombre d'études, etc., mais qui sont dans des secteurs à prédominance masculine. Est-ce qu'il y a une réflexion au sein du gouvernement pour améliorer cette comparaison entre les secteurs et pouvoir avoir des mécanismes correctionnels pour les secteurs qui sont sous-valorisés? Merci. Elisabeth Doineau, ensuite Bernard Bonne. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre pour vos propos liminaires et puis l'ensemble des réponses que vous avez déjà apportées sur un certain nombre de politiques. Je vous encourage à effectivement mettre dans la durée la politique contre la pauvreté et aussi sur les 1000 jours, parce qu'en fait moi j'ai beaucoup apprécié ces deux lancements successifs et je pense que ça se mesure dans la durée. Je vais rejoindre ma collègue Mélanie sur la question de l'aide alimentaire. Je fais partie toujours du réseau des banques alimentaires et j'étais dernièrement à l'Assemblée générale d'une petite épicerie sociale. Et je sais que d'ailleurs les problématiques qui sont remontées à cette occasion sont les mêmes dans tous ces endroits où justement on fait de la distribution alimentaire. La première question, c'est effectivement comment peut-on avoir des produits aujourd'hui, mais de première nécessité ? Parce que autrefois, effectivement, la banque alimentaire départementale nous fournissait le lait, les yaourts, de la viande, du poisson. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien, en fait. Il n'y a plus rien du tout. Alors, chaque épicerie achète avec ses petits moyens. Mais en fait, on se rend compte que c'est loin d'apporter une aide équilibrée d'un repas, enfin un repas équilibré. Et donc, vous aviez, dans le précédent mandat, lancé l'idée d'un chèque alimentaire. Finalement, ça n'a pas apparemment
lieu d'être aujourd'hui. Mais moi, j'ai toujours pensé que finalement, l'aide, elle aurait été peut-être mieux au niveau des épiceries sociales ou des associations, parce que nous aurions pu nous mettre en lien avec des producteurs locaux, avec un certain nombre... Parce que, je vais vous dire, aujourd'hui, le problème, quand on va vers les hypermarchés, même nous, maintenant, dans les épiceries, on est obligé d'aller vers les discounts. Et on n'a pas forcément les produits les plus... comment dirais-je de plus grande qualité. Enfin bon, je devrais peut-être pas le dire, mais je le dis quand même. Et donc on a baissé en qualité. On a baissé en qualité dans ces achats parce que justement on a tellement peu de moyens et qu'on veut fournir à toutes ces familles que voilà, on est obligé d'aller vers eux. Et donc je pense que des chèques aux associations locales seraient été plus judicieux parce que on est aussi dans l'accompagnement du choix des produits avec les bénéficiaires et aussi dans l'accompagnement pour confectionner les repas. Et donc, vous voyez, ça a beaucoup plus de sens d'aller vers cette aide-là plutôt que d'aller vers une aide individuelle qui est apparemment difficile à mettre en place. Et le deuxième point qui m'est remonté pendant cette dernière Assemblée générale, c'est le problème des volontaires pour aider à la distribution et au ravitaillement. Avec la crise du Covid, on a eu beaucoup de bénévoles qui ont cessé leur activité. Et je pense qu'il faut lancer une vraie campagne nationale parce que sinon on va se retrouver dans la plus grande difficulté et ce que ne pourront plus faire les associations, eh bien qui le fera? Donc moi c'est vraiment un appel au secours. C'est les deux points sur lesquels je voulais vous interroger sur l'aide alimentaire parce que c'est essentiel pour les familles. Dans tous nos territoires, on a des familles qui attendent qu'on soit là. Bernard Bonne. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, oui, bon, moi je vais m'attarder sur un point en particulier qui nous avait préoccupé pendant la mission qu'on avait sur Orpea et les contrôles. C'est sur les 120 personnes supplémentaires au niveau des contrôles dans les ARS. Ça représente une personne par département. Or, il y a, vous l'avez dit, 7500 établissements pour les personnes âgées, mais il y en a beaucoup aussi dans le reste du médico-social. On avait privilégié, nous, plutôt un contrôle des groupes privés lucratifs, parce que ceux-là, ils n'avaient pas été contrôlés, pas suffisamment, et on avait vu qu'il y avait beaucoup de problèmes, pour ne pas dire autre chose, au niveau de ces groupes. On pense que les contrôles au niveau des 7500 établissements est peut-être un peu excessif, dans la mesure où on aurait pu s'occuper que des informations préoccupantes et des signes de maltraitance. On pensait que ça pourrait suffire dans un premier temps. Et puis, surtout, on avait reçu les syndicats des inspecteurs, des médecins et des pharmaciens dans ce domaine des inspections qui nous avait dit que depuis plusieurs années, il y avait quand même une diminution des moyens pour ces inspections et surtout une demande, pas une demande officielle, mais quand même de la part du gouvernement de ne pas privilégier ce type de contrôle. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ces 120 personnes seront affectées exclusivement à des contrôles ou seront, comme beaucoup d'autres inspecteurs, diligentées sur plusieurs missions? Merci d'avance. Oui, alors, je vous laisse répondre à toutes ces questions et ensuite nous aurons cette question. Très bien, merci Madame la Présidente. Madame Meunier, donc vous m'avez posé des questions sur les crédits pour la PMI. Donc je vous confirme que j'ai bien vérifié que ces crédits sont bien inscrits. Donc c'est 20 millions d'euros. D'ailleurs, on les a entre guillemets sanctuarisés dans le cadre des conclusions des premières réunions du comité des financeurs avec les départements. Je ne reviens pas sur la réponse que je vous avais faite sur l'amendement, c'est-à-dire qu'il y a des départements qui ont choisi un mode de compensation différent que celui des 183 € que vous aviez proposé. Souvent d'ailleurs un régime indemnitaire supérieur à ces 183 €, et donc c'est pour ça que je m'étais positionné pas en faveur de votre amendement. Et donc ces crédits sont bien dedans. Sur la question de la compensation pour les collectivités des repas à 1 €, on le fait donc le dispositif pour les communes de moins de 10 000 habitants, puisque en fait c'est celles qui de fait ont encore moins les moyens que les autres de pouvoir avoir cette tarification sociale et sont les plus fortement impactées de fait aussi par l'inflation. On n'a pas prévu de crédit pour compenser l'inflation de ce point de vue-là. Après, il y a d'autres mesures pour accompagner les collectivités en difficulté, notamment liées à l'approvisionnement en énergie, avec l'extension du bouclier tarifaire pour les plus petites d'entre elles, et puis à la fois
fois le filet de sécurité qui a été doté de plusieurs centaines de millions d'euros pour accompagner les collectivités les plus en difficulté. Sur les mineurs non accompagnés, je vous confirme qu'il y a bien un dispositif qui vise en application de la loi du 7 février 2002, de ne pas verser tout ou partie en fait de la compensation que j'ai décrite tout à l'heure pour les départements dans le cadre de l'évaluation de la minorité et de l'isolement et de la mise à l'abri de ces mineurs. On passe de 500 à 100 euros. On laisse les 100 euros qui correspondent pour nous à l'évaluation sanitaire, enfin de santé, en fait, de l'état de santé de ces mineurs. Et à l'heure où je vous parle, il y a encore 15 départements qui ne répondent pas à leurs obligations. Et donc, voilà, on essaye d'être plus incitatif sur ce forfait de 100 euros. Il n'est pas encore tout à fait en place, puisque le décret et l'arrêté fixant les nouvelles conditions en fait ont reçu un avis favorable du Conseil d'État, et donc ces nouvelles conditions vont être examinées par le prochain bureau du Conseil national de la protection de l'enfance le 17 novembre prochain. Donc c'est porté par ma collègue Charlotte Cobel, et ça sera mis en œuvre de fait dans la foulée. Voilà, et donc pour les obliger à avoir recours au fichier. Sur la question des maisons de répit partagées, vous savez qu'il y a eu des expérimentations issues de la loi d'adaptation de la société au vieillissement, et c'est les villages répit famille. Il y a plusieurs opérateurs aujourd'hui qui portent ces expérimentations, qui ont du mal d'ailleurs à sortir, je le sais, puisque la Croix-Rouge était bénéficiaire d'une de ces expérimentations en Bourgogne, et que voilà, c'est des projets qui sont extrêmement lourds et pour lesquels on a peu de recul, parce qu'il y a à la fois les prestations médico-sociales, les prestations hôtelières, que les opérateurs qui les portent pas forcément très habitués à justement porter des activités à caractère hôtelier. Il y a non pas dans la loi de finances, mais dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, des crédits qui peuvent bénéficier aux porteurs de projets de cette nature. J'avais d'ailleurs dit, je crois, au président du conseil départemental lorsque j'étais allé le voir. Moi, je suis très favorable, évidemment, à ce qu'on construise des dispositifs de cette nature, donc qui sont du répit partagé, à la fois pour les familles et pour les personnes accompagnées. Je pense que d'ailleurs, ça aurait pu être aussi une dimension intéressante à porter dans le cadre du village landais, cette dimension-là plus fortement, mais j'ai cru comprendre que le projet de l'établissement pouvait aussi évoluer en cette faveur. Donc il y a des crédits, mais plutôt en loi de financement de la sécurité sociale pour accompagner ces projets. Madame Vogel, peut-être sur sur la question de l'égalité professionnelle. Donc effectivement, il y a des réflexions pour améliorer l'index et la comparaison entre les entreprises et les secteurs. Nous, on est particulièrement touchés, en tout cas dans mon périmètre ministériel, au regard de la très forte féminisation des métiers du lien, du soin et de l'accompagnement. Donc voilà, c'est des choses qu'on regarde de près, et je sais que Isabelle Rome a à cœur d'améliorer les choses pour les rendre aussi plus incitatives et de façon plus large. Donc je trouve ça intéressant, en tout cas de porter l'idée d'élargir le périmètre sur lequel on va mesurer et mettre en œuvre cet index. Sur la question de l'aide alimentaire, du fonds d'aide alimentaire, je réponds également à la rapporteure générale. Vous dire que l'idée, c'est bien à ce stade d'avoir deux types de soutien. Un soutien aux grands réseaux nationaux, et notamment aux 4 grandes associations agréées au niveau national, Banque Alimentaire, Restos du Cœur, Secours Populaire et Croix-Rouge, pour les aider à acheter des produits plus diversifiés, notamment des produits frais, puisque tous ces grands réseaux aujourd'hui sont victimes, entre guillemets, de la mise en œuvre de la loi Egalim, et bénéficient beaucoup moins de produits, de la ramasse de produits frais,
et des invendus de la grande distribution. Donc l'idée, c'est vraiment déjà de diversifier au niveau national ces approvisionnements et puis de réserver une grande partie de ces crédits au niveau local et donc là de favoriser des alliances locales telles que celle que j'ai décrite tout à l'heure qui est portée par les banques alimentaires de la Marne pour pouvoir vraiment créer entre les CCAS, les associations de solidarité, les producteurs locaux, l'industrie ou parfois la grande distribution, des alliances qui permettent d'avoir recours à des produits de meilleure qualité, diversifiés et en circuit court, et donc répondre à l'ensemble des objectifs qu'on porte en termes de santé, de protection de l'environnement et de lutte contre les inégalités. Voilà. Après, la répartition, la ventilation de ces crédits, elle n'a pas encore été décidée. On va le travailler en concertation avec les collectivités et les acteurs de solidarité. Et on ne perd pas de vue la question du chèque alimentaire, même si pour moi la priorité c'était à travers ce fonds de répondre à ce qui était sorti de la Convention citoyenne sur le climat, et donc à savoir ce que vous avez décrit, hein, vraiment de favoriser ces alliances locales pour avoir des produits en circuit court et de meilleure qualité. Le chèque, néanmoins, il existe déjà. On peut le développer, d'ailleurs, hein, le cas échéant, s'il y a des CCAS ou d'autres structures locales qui souhaitent en bénéficier plus fortement. On pourra évidemment envisager ce développement. Ils utilisent déjà des chèques d'accompagnement personnalisés ou autres. Voilà, il y en a beaucoup qui ont été développés pendant la crise sanitaire. Voilà, mais l'idée, c'est pas de l'étendre. Et pour répondre à Bernard Bonne sur le contrôle, donc les 120 sont bien uniquement dédiés aux inspections contrôle. Je rappelle, mais vous n'avez pas l'air de me croire, mais qu'il y a vraiment 500 effectifs dans les ARS sur les 2700 mobilisables. Il y a vraiment 500 effectifs en plus de ces 120 qui sont mobilisés sur les missions d'inspection contrôle aujourd'hui. L'idée, c'est pas de faire que d'avoir le même niveau de contrôle pour tous les établissements. Il y a vraiment une granularité en fonction des faisceaux d'indices et au fur et à mesure de ce qu'ils trouvent en fait au niveau des établissements. Et je suis heureux que là, on l'introduit dans la loi cette année, et donc à partir de l'année prochaine, à partir du 1er janvier 2023, on pourra étendre les contrôles à l'ensemble des sièges et des groupes, d'ailleurs privés commerciaux, privés ou autres. Hein. Privés non lucratifs notamment aussi, puisque c'était quand même relativement, même s'il y avait plus de capacité de contrôle, ils étaient quand même peu contrôlés. Voilà. Merci. Alors, nous allons continuer. Annie Le Houerou, Victoire Jasmin, Merci. Laurence Cohen, Annick Jacquemet, Pascal Brunic, Xavier Iacovelli, Jocelyne Guidez. Ah non, Philippe Mouillet avant, mais c'est pas grave. Annie Le Houerou va commencer. Et Philippe Mouillet. Merci. Pardon, excuse-moi, Philippe. Ma première question porte sur la lutte contre la prostitution et sur le montant de la FIS qui me paraît déraisonnablement bas et qui ne permet pas, par exemple, de se loger. Donc, je regrette qu'on ne retrouve rien dans ce PLF. Ma deuxième question va porter sur la protection des majeurs. Vous avez dit que 900 000 personnes étaient concernées et à terme 2 millions de personnes. L'interfédération de la protection juridique des majeurs évalue le besoin en personnel à 2000 professionnels. Le budget cette année en prévoit 200. Ça me paraît marginal par rapport aux besoins. Et cette interfédération nous signale aussi qu'il y a un certain nombre de personnels, notamment les moins bien payés, qui sont exclus du Ségur, et ce qui crée dans les équipes de très grosses difficultés. Donc je voulais vous le signaler. Et puis, ne faudrait-il pas un pilotage national interministériel, puisque certaines mesures relèvent du ministère de la Justice, d'autres de votre responsabilité. Et compte tenu de l'importance en fait de ces métiers pour la cohésion sociale, il ne serait pas aberrant d'avoir un délégué interministériel pour prendre en charge et coordonner l'ensemble de leur action. Et ma dernière question concerne l'hébergement d'urgence. De plus en plus de personnes à la rue, des femmes, des enfants, de plus en plus longtemps, de plus en plus de nuitées d'hôtels financées d'ailleurs dans le budget. Ne serait
n'est-il pas plus opportun de financer des associations qui porteraient des hébergements accompagnés, donc au détriment de cette multiplicité de nuitées d'hôtel qui coûtent très très cher et qui ne sont pas des conditions d'accueil acceptables. Philippe Mouillet. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, 3 sujets. Le premier concerne la déconjugalisation de l'AAH. Nous avons eu les crédits que vous aviez alloués donc à cette allocation. Je rappelle que vous êtes engagé dans l'éventualité où techniquement on a la capacité d'anticiper la déconjugalisation avant octobre 2023. Donc ma question c'est est-ce que les crédits alloués intègrent le potentiel anticipation de la déconjugalisation? Sinon ça veut dire que vous avez définitivement clôturé le sujet pour octobre 2023. Donc c'est une première question. La deuxième question, on a entendu vos remarques concernant l'accompagnement professionnel en insertion des titulaires du RSA. Quand on fait le parallèle avec le budget alloué au ministère du Travail, notamment sur la partie insertion, dossier rapporté par notre collègue ici, concernant la mission travail, nous nous rendons compte aujourd'hui que les moyens alloués aux structures d'insertion, en dehors des expérimentations, sont de même niveau. Donc il n'y a pas d'évolution budgétaire, voire même avec l'inflation, ça veut dire qu'il y a même un recul des moyens alloués. Donc je voulais voir la cohérence entre le fait de dire nous mettrons plus de moyens pour accompagner les titulaires de RSA et le fait de maintenir les mêmes niveaux des budgets concernant les structures d'insertion en dehors des expérimentations qu'elles progressent. Voilà. Donc ça c'était une deuxième question. Et la troisième question concerne le RUA. Vous avez évoqué vos réflexions et vos travaux. Est-ce que à travers vos propos, nous pouvons conclure que vous définitivement vous clôturez ce sujet du RUA? Très bien. Victor Jasmin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, j'ai entendu une des réponses apportées à mon collègue Jean Sol concernant le non-recours. Mais c'est multifactoriel. Il y a un vrai sujet concernant les accueils téléphoniques et physiques dans certains services. Et en plus, depuis la pandémie, il y a évidemment du télétravail dans bien des domaines. Alors, s'il y a un domaine où le télétravail n'est pas pertinent, c'est bien dans les accueils de la CAF, de la MDPH, de la Sécurité sociale et des départements de façon générale. Parce qu'il y a un vrai sujet. Et là, il y a en même temps le fait que des personnes victimes de l'électronisme, victimes de plein de problèmes différents, parce qu'ils n'ont pas un accès téléphonique, une réponse, au téléphone. C'est le 1, faites le 1, faites le 2, faites le 3. Ils ne savent pas très bien à quoi ça correspond les différents noms des différents services proposés. La deuxième chose, c'est que des personnes qui ne maîtrisent pas l'outil informatique ont des recours à des associations pas forcément habilitées pour obtenir leurs données personnelles. Et de plus en plus, il y a des personnes qui confient beaucoup de leurs données à des personnes qui ne sont pas forcément leurs proches aidants ni des personnes ressources comme dans les CECAS. Et c'est un sujet parce qu'il y a des personnes qui détiennent aujourd'hui des mails au nom de personnes qui ont eu recours à elles, qui ont toutes les coordonnées bancaires parce qu'il y a des virements qui doivent être faits par tel ou tel service. Donc c'est un vrai problème. Donc il faudrait d'une part, aménager des postes de travail, mais demander dans ces services-là qu'il y ait des présences physiques pour accompagner les personnes, parce que le fait qu'il y ait le télétravail, moi je ne remets pas en cause le télétravail dans certains domaines, mais là c'est un vrai sujet. Il y a eu récemment, en Guadeloupe, là je parle de la Guadeloupe pour le problème précis, au niveau de la MDPH, il y a eu une mobilisation des parents d'enfants qui sont venus devant avec leurs enfants, quel que soit leur handicap, avec les associations. Donc ce sont des sujets qui sont à prendre en compte parce que la situation réelle des personnes, malgré les dispositifs de droit commun qui existent et auxquels ils ont droit, eh bien ça pose problème. Pour ces raisons-là, quelquefois, c'est malheureux. Merci. Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre pour vos réponses, parce qu'il y a déjà beaucoup de questions qui ont été abordées. Vous avez dit dans votre propos liminaire, vous avez parlé du travail que vous aviez engagé avec le Secours catholique. Et effectivement, ce matin, il y avait une initiative du Secours catholique en direction des parlementaires et j'y ai participé. Et l'une des intervenantes expliquait que, en fait, pour les personnes
précaires, pauvres, la priorité c'était l'éducation, sortie de la pauvreté, mais que dans le dernier choix, et je mets choix entre guillemets parce que les personnes qui sont dans la précarité n'ont pas de réel choix, eh bien venait l'alimentation. D'où l'importance, effectivement, de souligner tout le travail qu'il faut faire. Mais ce n'est pas seulement un travail d'information, d'éducation, c'est ce que mes collègues ont dit et ce que vous avez dit aussi par rapport à l'accès aux produits, etc. Et tout ce qui tourne autour de l'aide aussi aux collectivités par rapport aux cantines. Donc voilà, je voulais insister sur cet aspect-là. Ma deuxième remarque concerne la baisse de 23% des crédits de l'action stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des jeunes et des enfants. Alors j'ai bien lu le bleu, j'ai bien vu que cette baisse, en tout cas c'est ce que j'ai compris, était due au fait que l'année 2023 allait être consacrée à une évaluation et donc en quelque sorte ça allait être une année de transition. Mais j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus parce que quand même compte tenu des chiffres qui sont extrêmement alarmants, l'INSEE indique que dans notre pays, près de 3 millions d'enfants vivent sous le seuil de pauvreté. Cette année de transition, quelles conséquences elle peut avoir et quelles actions vous avez mis en parallèle par rapport à donc cette aide aux enfants. La troisième question, Jean Sol l'a posée, mon collègue, sur les MNA, donc c'est comme ça, c'est vite. Mais après, j'ai un souci sur le budget pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et effectivement, avec le fait qu'il y a eu une alerte de la Fédération Solidarité Femmes qui s'est mobilisée et donc il y a eu du coup un ajout de 2,9 millions, près de 3 millions d'euros supplémentaires pour la gestion de ce numéro d'urgence 3919. Mais là encore, j'ai un souci parce que l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est une grande cause nationale et donc c'est un petit peu inquiétant de voir qu'il a fallu la mobilisation pour qu'il y ait à nouveau un budget supplémentaire qui puisse être accordé. Et ma dernière remarque, c'est qu'effectivement, outre les questions qui ont été posées, moi je me réjouis qu'il y ait donc la déconjugalisation de l'AAH parce que ça va effectivement dans le sens de la mobilisation que nous avons été nombreuses et nombreux à avoir et notamment au niveau de mon groupe. Je vous remercie. Annick Jacquemet, ensuite Pascal Gruny, Xavier Iacovelli, Jocelyne Guidez. Annick Jacquemet. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, j'avais une petite question à vous poser par rapport aux bénéficiaires du RSA. Vous avez dit dans votre propos liminaire que l'accompagnement était en vue de les amener vers l'emploi. Effectivement, je crois que c'est un avis que nous partageons tous. J'ai été surprise quand j'ai pris mes fonctions de première vice-présidente du conseil départemental du Doubs en charge des solidarités, de voir le faible pourcentage de CER, de contrats d'engagement réciproque qui étaient signés. Je crois qu'on devait être aux environs de 35%. On a péniblement atteint les 50-60%. Donc, je voulais avoir votre avis sur ce sujet. Il me semble quand même important que les bénéficiaires du RSA s'engagent dans un parcours, que ce soit lors de l'accompagnement social ou que ce soit pour ceux qui sont capables de retrouver un emploi. Donc, je voulais savoir si vous aviez des chiffres au niveau national du pourcentage de ces contrats d'engagement réciproques qui sont signés par les bénéficiaires, parce qu'on sent un frein aussi bien du côté des bénéficiaires que du côté des travailleurs sociaux. Voilà. Est-ce qu'il faudrait, au moment de la formation des travailleurs sociaux, insister un petit peu plus sur l'importance de ces contrats? Donc voilà le motif de ma question. Merci. Pascal Gruny. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Moi, je vais plutôt vous parler côté département. Parce que mon département est dans les 10 plus pauvres, mais il est premier pour l'illettrisme et l'électronisme. Donc nous, des bénéficiaires du RSA, on en a énormément. Des personnes très éloignées de l'emploi, on n'a que ça. On aurait voulu effectivement aussi recentraliser éventuellement, enfin faire partie de l'expérimentation, recentralisation du RSA. Mais quand on voit les sommes qu'on doit donner à l'État pour justement compenser en fait les compensations qu'on n'a pas eues par l'État par ailleurs depuis des années, c'est pas possible pour nous.
Et à chaque fois qu'il y a des mesures, donc moi je vous demande de la bienveillance aussi, parce qu'à chaque fois qu'il y a des mesures, bien souvent il y a du cofinancement. Sauf que quand on n'a déjà pas les moyens d'assurer le budget correctement, bien souvent on passe à côté d'opérations qui peuvent éventuellement aider à sortir les personnes de cette précarité. Donc moi je voulais vous rappeler que les départements, donc ils ont la solidarité, et moi mon président du conseil départemental, il demande toujours de la péréquation. Donc si vous pouvez appuyer un peu sur vos collègues qui sont à côté, parce que sinon on n'avancera pas. Ensuite j'ai une question à côté envoyée par une de mes collègues sur l'indice d'égalité hommes-femmes. L'IGAS a pointé que c'était une usine à gaz, donc si vous pouviez regarder si on peut simplifier pour les entreprises cet indice. Voilà. Xavier Iacovelli. Oui, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, alors moi je vais être rapide parce que vous avez en partie répondu à la question que je voulais vous poser sur la question de l'aide alimentaire. Mais vous avez indiqué effectivement que dans les nombreux acteurs qui pouvaient bénéficier de cette redistribution des crédits et l'augmentation des crédits, il y avait les grands réseaux que vous avez, les grands réseaux nationaux comme la Croix-Rouge, comme enfin peu importe tous les réseaux. Mais moi ma question, parce que les acteurs locaux et notamment les CCAS sont aussi... Oui, Madame la Présidente. Non, au cas où. D'accord. Donc les CCAS sont aussi des acteurs locaux et permettent aussi cette redistribution et ce soutien aux plus précaires d'entre nous. Et quand on sait que 50% sont bénéficiaires de cette aide alimentaire depuis moins de 2 ans, donc c'est le lien avec les CCAS et les collectivités, vous en avez aussi parlé, est à mon sens important. Donc je voulais savoir comment vont être fléchés ces crédits de l'aide alimentaire et si vous pouvez nous détailler en plus de ce qui a été annoncé tout à l'heure. Merci. Merci. Pour terminer, Jocelyne Guidez. Oui, merci Madame la Présidente. Lors de la campagne présidentielle, le candidat Emmanuel Macron s'était engagé à créer des fonds territoriaux d'accessibilité afin de rendre enfin la France accessible. Or, cet engagement de campagne ne figure pas dans le présent projet de loi de finances. Ce sujet n'a même pas été abordé lors du Conseil interministériel du handicap du 6 octobre 2022. Donc j'aimerais savoir quelle est votre position sur ce sujet. Et enfin, pour les personnes en perte d'autonomie, le logement est vraiment un frein pour accéder à un logement décent. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait mettre des moyens supplémentaires à l'Agence nationale de l'habitat pour mettre en œuvre une politique d'adaptation des logements via le dispositif Habiter Facile ? Merci. Voilà, c'est fini pour les questions. Alors, je vais essayer. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais essayer de répondre de la façon la plus précise et la plus synthétique possible. Donc, j'ai bien noté les commentaires sur la question de la lutte contre la prostitution. Je ne vais pas vous décrire l'ensemble des crédits qui y sont alloués, mais néanmoins, il y en a il y en a quand même pas mal qui sont consacrés spécifiquement à la lutte contre la prostitution, que ce soit dans les crédits égalité hommes-femmes où on a 200 000 euros pour l'augmentation de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle que vous avez cité tout à l'heure, donc pour les personnes qui s'engagent dans le parcours de sortie de la prostitution. On a les crédits du programme 137 qui s'appuie sur le fonds de concours de l'Agence de gestion de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Alors là, malheureusement, c'est vrai qu'on ne connaît le montant de ces crédits qu'en cours d'exercice par définition. Et puis, on a un certain nombre de crédits sur la lutte contre la prostitution des mineurs, notamment qui concernent entre 7 et 10 000 enfants, quand même, dans notre pays, avec un plan interministériel qui a été publié le 15 novembre dernier pour la première fois, qui comporte 13 actions pour presque 14 millions d'euros en 2022.
Sur la question de la protection des majeurs, oui, je l'ai dit, une augmentation exceptionnelle de 9% quand même de ces crédits. Donc la fédération demande 2000 postes. On en a inscrit dans le budget 200. C'est un début. Ces crédits sont aussi consacrés, comme je l'ai dit, à la revalorisation des salaires, puisqu'il y a un sujet d'attractivité des métiers extrêmement fort dans ce secteur-là. On va affiner les choses. Avec eux. Bien noter aussi, et je connais bien la question des personnels exclus du Ségur. Aujourd'hui, moi, mon souhait, et je l'avais dit, je crois, à l'occasion d'une de mes premières auditions ici, c'est vraiment d'aborder la question de façon plus large et plus transversale, de pouvoir engager en fait des vraies négociations salariales au niveau des branches et des entreprises ou des opérateurs pour que tout le monde puisse être concerné par ces revalorisations salariales qui maintenant ne concernent plus que les inéquités dues à la mise en œuvre du Ségur, mais aussi des questions de baisse de pouvoir d'achat liées à l'inflation. Et on sait qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, toutes les organisations sont confrontées à cette question des salaires. Sur l'hébergement d'urgence, très rapidement, je suis d'accord avec vous. Enfin, on ne peut pas se satisfaire évidemment de l'hébergement et de l'importance de l'hébergement aujourd'hui au travers des nuitées hôtelières. Je vous rappelle qu'on a maintenu les crédits pour 2023 sur l'hébergement d'urgence. Les 200 000 places ont été maintenues pour cette année. Notre objectif, c'est vraiment d'aller aussi et d'accélérer dans la dynamique du logement d'abord des solutions qui soient quand même plus qualitatives que ces nuitées hôtelières ou même que l'hébergement d'urgence tout court, parce qu'on reste quand même sur des seuils de qualité et d'accompagnement qui sont quand même très bas. Donc on ne peut pas se satisfaire de cette situation. Je pense qu'il faut vraiment qu'on accélère vers le logement d'abord. Très rapidement pour répondre à monsieur le sénateur Mouillet. Donc pour la hache, je vous confirme effectivement qu'on a pris dans le budget 1er octobre 2023. Ça ne retardera pas le projet. Et puis si on arrive, comme je l'espère, à mettre en œuvre cette mesure plus tôt, à ce moment-là, on aménagera le budget en conséquence et on abondera les crédits nécessaires. Je rappelle que c'est 560 millions d'euros qui sont consacrés à la déconjugalisation de la hache pour le budget 2023. Que vous dire également sur le RUA. Le RUA, effectivement, c'est un choix, en tout cas, c'est pas dans ma feuille de route, c'est un choix que le gouvernement fait de choisir une autre option que le revenu universel d'activité. Donc c'est pour ça notamment qu'on n'est pas repris les recommandations de M. Langlard qui avait spécifiquement travaillé sur cette question. Et donc la priorité, c'est le projet de solidarité à la source. Et d'avoir aussi une vision qui reste... Moi, je pense que c'est plus sain aussi d'avoir un système de prestations sociales qui compense certaines situations précises et qu'on sache à quoi servent ces crédits, ces prestations et vers quelles difficultés ou fragilités viennent compenser ces prestations. Sur la question de la modernisation et la digitalisation des CAF, sur les SIAO, oui, sur les crédits, ils sont sur la mission logement, ouais. Ils sont sur la mission logement. SIAO, ouais. Les SIAO, c'est sur la mission logement, ouais. Ah, les SI. Oui, en fait, en réalité, c'est vrai qu'on est dans une année de transition et en fait, tous ces crédits vont être refondus dans le cadre de France Travail. L'idée, on s'est battu avec Olivier Dussopt pour que les crédits soient sanctuarisés, en tout cas pour 2023. Donc normalement on aura le même accompagnement et les mêmes prestations pour 2023 qu'en 2022. Donc je reviens sur la digitalisation et la modernisation des CAF et des MDPH. On est tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut qu'on aille vers un renforcement de l'accompagnement humain. Je pense que c'est extrêmement important.
C'est l'objectif effectivement des maisons France Service, de pouvoir avoir des points sur l'ensemble du territoire qui permettent un accès et un accompagnement des personnes qui sont très éloignées des services publics, et notamment des maisons de France Service qui travaillent sur l'inclusion numérique, sur l'accompagnement. J'ai vu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs des ateliers qui étaient portés par Emmaüs Connect, portés par des collectivités dans la ruralité sur ces questions-là. Plus généralement, moi mon objectif au travers de la modernisation du système de prestations sociales, si je reviens sur la CAF, et on le négociera et on le portera dans la renégociation de la convention d'objectifs et de gestion de la CNAF, c'est vraiment de sanctuariser si ce n'est d'augmenter les moyens humains, mais tout en renforçant, on va dire, l'efficience de ce travail. Moi, mon objectif, c'est que la digitalisation et l'automatisation d'un certain nombre de process sur le versement ou le calcul des prestations sociales, justement, permettent de consacrer le temps humain à de l'accompagnement humain sur le territoire. Et d'ailleurs, c'est ce que demandent de fait les agents de la CAF, qui ne sont pas très heureux de passer leur temps sur des tâches administratives et informatiques. En tout cas, c'est pas pour ça qu'ils se sont engagés dans ces métiers-là. Madame la sénatrice Cohen, vous avez fait plusieurs remarques, ce qui me permet de revenir peut-être sur la question de l'alimentation. J'ai vu, et d'ailleurs ça me permet de souligner que la démarche du Secours catholique est très intéressante en ce qu'elle donne la parole aux personnes directement concernées. Je trouve que en termes de dignité, de pertinence aussi des propositions qu'ils font, c'est très intéressant. On avait dans l'évolution du Conseil national de la lutte contre les exclusions aussi permis à des personnes accompagnées, concernées de prendre la parole et d'être plus en maîtrise de l'élaboration des propositions et des politiques publiques qui les concernent directement. J'avais été aussi frappé par le témoignage de cette dame qui expliquait effectivement que son but, c'était que ses enfants vivent une vie meilleure que ce qu'elle avait vécu et qu'ils investissaient ce qu'ils pouvaient investir pour l'éducation de leurs enfants, et que effectivement les postes d'alimentation étaient les postes sur lesquels ils rognaient le plus, notamment en termes de fait de qualité, de quantité, qui sautaient des repas régulièrement. Et c'est pour ça que notre investissement aujourd'hui sur l'aide alimentaire est aussi important. Je dire que je ne vous ai pas répondu sur le bénévolat. C'est un vrai sujet qui est porté notamment par Marlène Schiappa et qui travaille notamment à la dimension de reconnaissance en fait de l'engagement bénévole, parce que je pense que ça fait partie des moteurs aussi de cet engagement, avec la valorisation des acquis d'expérience dans le cadre du bénévolat, notamment pour les jeunes, c'est extrêmement important. Moi, c'est un sujet que je porte aussi beaucoup dans le CNR Bien Vieillir. On n'avait pas encore parlé, mais parce que je crois que la société du bien vieillir, c'est aussi une formidable opportunité de valoriser l'engagement justement des seniors. Je prends toujours ce chiffre pour dire que la moitié de nos bénévoles aujourd'hui en France, ils ont plus de 60 ans. Et c'est important de continuer à les accompagner dans ce bénévolat qui est précieux vraiment pour notre société, pour notre cohésion sociale et pour exercer des missions d'intérêt général qui sont extrêmement importantes. Ce qui me permet de dire que la semaine prochaine et la suivante, c'est les Restos du Cœur qui lancent leur campagne annuelle, et les banques alimentaires qui sont aussi en recherche de bénévoles pour pouvoir les aider, les soutenir pour la ramasse annuelle dans les supermarchés. Donc c'est extrêmement important. Peut-être vous dire, Madame Cohen, que sur la question des prestations sociales, rappeler qu'on a augmenté cet été de 4% l'ensemble des prestations. La plupart avaient déjà connu une première augmentation en début d'année, parce que certaines ont une indexation automatique sur l'inflation. Et donc, on a déjà fait un effort extrêmement important de revalorisation. Vous dire aussi qu'on a concentré un certain nombre de mesures, notamment dans le cadre du PLFSS, sur les familles les plus fragiles, que sont les familles monoparentales. Je rappelle le chiffre, 30% d'entre elles qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et donc la réforme du complément mode de garde, l'extension pour les enfants de 6 à 12 ans, la revalorisation de 50% de l'allocation de soutien familial, sont autant de mesures qui vont permettre de soutenir ces familles monoparentales et de faire reculer la pauvreté. Donc voilà, j'ai noté vos autres remarques. Madame Jacquemet, peut-être sur le contrat d'engagement réciproque, j'ai pas le chiffre, mais
effectivement, on peut considérer qu'aujourd'hui, on ne va pas suffisamment loin et que c'est pour ça d'ailleurs qu'on veut réformer l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, parce que voilà, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de bénéficiaires qui soit parce qu'il y a aussi une culture qui est installée chez nos travailleurs sociaux, soit parce qu'on ne les incite pas suffisamment. En tout cas, on n'a pas trouvé la solution pour les inciter à signer ces contrats d'engagement réciproque et à s'engager réellement dans un parcours d'insertion. C'est vraiment tout l'objectif des expérimentations qu'on conduit, voilà, au travers d'une incitation beaucoup plus forte à s'engager dans ces parcours. D'où voilà, l'obligation d'activité, d'où le renfort des moyens sur l'accompagnement à l'insertion. Mais c'est vraiment bien la logique de France Travail, là aussi, dans laquelle nous sommes engagés. Quelles sont les questions auxquelles je n'aurais pas répondu? Donc j'ai bien noté vos questions sur la question des moyens aussi des départements et des questions de péréquation que porte mon collègue Christophe Béchu, notamment voilà, pour renforcer la péréquation. Malgré comment dirais-je, le cofinancement demandé par exemple sur la stratégie de lutte contre la pauvreté aux départements et aux métropoles, l'ensemble des départements aujourd'hui a contractualisé. On est à 50-50. Je comprends que c'est particulier. Voilà. Sur la contractualisation, ouais, c'est 50-50. Ouais. Sur la contractualisation lutte contre la pauvreté. Oui, pas sur toutes les contractualisations. Mais celle-là, en tout cas, elle est à 50-50. Voilà. Et donc, l'objectif, on va le rediscuter aussi avec les départements. Enfin, moi, je suis vraiment dans une dynamique de co-construction avec les collectivités, que ce soit les métropoles ou les départements. On a abandonné, j'en ai pas parlé, mais vous l'avez compris, on dit plutôt d'abandonner la contractualisation régionale. On a constaté dans cette première stratégie que ce n'était pas forcément un échelon très pertinent sur la lutte contre la pauvreté. Enfin, voilà, il y a certains leviers, notamment la formation des personnels, la formation des personnes. Voilà. C'est pas l'échelon le plus pertinent. En revanche, le département et la métropole sont vraiment des échelons qui sont extrêmement pertinents dans cette dynamique. Sur l'indice égalité homme-femme, j'ai répondu tout à l'heure à Madame Vogel. Il y a bien une réflexion sur l'élargissement de cet indice. Je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Pour répondre à Monsieur Iacovelli, j'ai partiellement répondu tout à l'heure à la question du fléchage des crédits du fonds d'aide alimentaire durable qui a été annoncé par la Première ministre, donc avec une ventilation entre le soutien aux acteurs nationaux pour l'achat de denrées alimentaires, notamment de produits frais, légumes, etc., plus variés et de qualité, et surtout de concentrer une grande partie de ces crédits sur les acteurs locaux et favoriser en fait des alliances locales entre CCS, CIAS, associations, producteurs, distributeurs, etc., pour favoriser les circuits courts, l'alimentation saine, durable, voilà, protéger aussi l'environnement dans cette dynamique-là. Il n'y a rien qui a été décidé sur la ventilation. On va le faire là aussi en travail, en concertation avec voilà, les représentants des collectivités, l'UNCAS, les départements et puis les associations de solidarité. Donc c'est bien... Voilà, moi je crois aussi profondément dans l'intérêt de favoriser ce niveau local. Pour répondre à Madame Guidez sur la question de l'accessibilité, vous dire que alors moi j'ai participé évidemment au comité interministériel et ça a bien fait l'objet d'annonces spécifiques en plus de la Première ministre, puisqu'on va créer un délégué interministériel sur ce sujet-là pour pouvoir piloter, enfin y avoir une vraie gouvernance en fait de pilotage sur ces questions de mise en accessibilité, d'accessibilité, puisqu'on a vu que la loi ne suffisait pas, que malgré voilà, on arrive au bout des premiers agendas d'accessibilité programmés, etc., et que malgré tout, il reste encore beaucoup trop de chemin à faire, et que donc on va être beaucoup plus structuré, on va planifier beaucoup plus fortement les choses. Vraiment, la Première ministre a rappelé tout son engagement et celui de l'ensemble du gouvernement sur cette question de l'accessibilité universelle d'ailleurs, puisque chacun des ministres a pris des engagements sur ces questions-là, et donc qui seront réitérés dans le cadre de la conférence nationale du handicap au premier trimestre
2023. Et donc, je suis d'accord avec vous aussi. Enfin, j'ai répondu en creux sur la question du logement. Je pense que voilà, il faut qu'on investisse beaucoup plus fortement sur cette question-là. C'est d'ailleurs un sujet qui n'était pas dans le CNR de façon initiale, mais à l'issue de la première réunion autour du président de la République le 8 septembre, la question du logement est ressortie comme une question majeure, comme d'ailleurs celle de la lutte contre les inégalités. Et donc va être portée là aussi dans le cadre du CNR, parce qu'on a vraiment besoin d'un plan Marshall, enfin, j'ai envie de dire, pour aller dans cette dynamique-là. Je parlais tout à l'heure du logement d'abord. Si on veut aller vers le logement d'abord, il faut avoir construit des logements de qualité, accessibles, pour pouvoir y parvenir. Et puis, on a un enjeu évidemment de transition écologique derrière tout ça. Et il faut qu'on accompagne là aussi beaucoup plus fortement la transformation des logements. Et je rajouterais pour ma part que il y a une question aussi d'adaptation du logement liée au vieillissement, liée à la perte d'autonomie. Là aussi, il faut qu'on accélère, et j'espère que les conclusions du CNR nous donneront la dynamique nécessaire pour y parvenir. Merci, Monsieur le Ministre. Je crois qu'on a terminé les interventions. Merci pour toutes ces précisions. Monsieur Savary, dernière question. Mais j'avais, suite à la question de Pascal Gruny, sur la reprise par l'État du RSA. Ce serait logique. C'est un revenu d'activité. L'AH, c'est payé par l'État. La prime d'activité, c'est par l'État. Ce serait logique. D'ailleurs, les départements ont des difficultés avec ça. Pourquoi ça ne marche pas, la reprise, actuellement ? C'est parce que ça n'a pas beaucoup évolué par rapport aux discussions qu'on a pu avoir antérieurement et qui n'ont pas abouti. Pourquoi ? Parce qu'on n'était pas d'accord sur la date de reprise par rapport au nombre de bénéficiaires de RSA. Je m'exprime. Moi, dans mon département, à l'époque, le RSA en recette, ça date de la loi quand Martin Hirsch l'a mis sur pied, on y avait participé, on était un certain nombre, c'est 42 millions de recettes. À l'époque, c'est ce que coûtait le RSA. Maintenant, ça coûte 94 millions. Ça coûtait, on ne va pas chipoter sur les chiffres, hein. Voilà, 94 millions. Si je demande que l'État reprenne le RSA, l'État me prend la différence entre les 94 et les 42, quoi. Ça veut dire que le département est appauvri à vie. D'accord ? À un moment où le taux de RSA est encore élevé quand même, hein. Même s'il est peut-être un peu moins qu'eux, il est encore très élevé. C'est pour ça que les départements ne marchent pas dans cette hypothèse-là, parce qu'ils sont vraiment pénalisés. Donc il faudrait trouver une hypothèse de reprise qui soit quand même, pour les départements, compréhensible. On ne peut pas les pénaliser comme ça. Qui soit associée au taux d'activité, très bien, mais pas dans les conditions actuelles. Sinon, c'est à mon avis, inacceptable. Hein ? Ok. Alors, c'est un problème parce que les départements savent faire l'insertion. Or, étant dans leur budget complètement asséché par la rémunération des bénéficiaires, ils n'ont plus de crédit d'insertion. Et donc, on tourne en rond. Comme on n'a pas de crédit d'insertion, on a encore plus de bénéficiaires, etc. Donc, on ne rend pas service aux gens. On ne rend pas service aux gens. Donc, il faut vraiment trouver une solution. Ça peut être à votre actif, mais il y a vraiment des pistes qui peuvent être intéressantes. Et deuxièmement, et j'en finis là, par rapport à l'activité qui peut être demandée, je pense qu'il faut faire des modifications législatives. Hein, parce qu'on était un certain nombre de départements à avoir essayé justement de mettre des activités par rapport au RSA. Et on s'était vite heurté à des dispositions qui faisaient que le dispositif était quand même pas entièrement bordé sur le plan législatif. Donc je pense que ça mérite d'être creusé parce que ce ne sont pas forcément des modifications importantes, mais qui permettraient effectivement que le RSA reprenne son titre. C'est un revenu de solidarité active, ça veut dire bien qu'il faut une activité quand même derrière. Hein. Donc ça justifie la reprise sur le plan national et ça justifie également l'avancée par rapport à une contrepartie d'activité. Un commentaire d'intervention de ce... Juste
Juste un commentaire, vous dire, Monsieur Savary, que les expérimentations de recentralisation, elles sont relativement récentes, notamment Jean-Sol citait son département tout à l'heure, ça date de 2022, donc début 2022, donc il faut qu'on ait un tout petit peu de recul, mais les premières projections montrent que dans ces départements-là, donc Seine-Saint-Denis, Pyrénées-Orientales et puis les 3 départements ultramarins dans lesquels on l'a fait, c'est plutôt favorable de fait au département, et donc voilà, mais il faudra voir dans le retour d'expérience comment ne pas mettre en difficulté les départements dans ce cadre-là pour rendre le dispositif peut-être plus incitatif, parce que il est loin de faire l'unanimité, et pas seulement pour des questions financières, aussi des questions plus politiques. Voilà, j'ai rencontré des avis très tranchés, très différents chez vos anciens collègues. Voilà, donc voilà, et il faut qu'on fasse très attention. Et puis vous avez raison sur la question de l'activité, du conditionnement à l'activité du versement de RSA. Il y a à droit constant, c'est pas possible. Enfin, très clairement, donc il y a sans doute des mesures à minima législatives, voire constitutionnelles, si en fonction de jusque là où on souhaite aller. C'est pour ça qu'on est un peu plus prudent aussi dans l'approche et dans le langage, vous l'aurez compris. Merci Monsieur le Ministre, nous avons clôturé. Pour chers collègues, je vous rappelle que nous examinerons donc cette mission en séance le mardi 29 novembre après-midi. Voilà, on compte sur vous. Merci beaucoup.